Bonsoir, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag. Accoucher avant la date prévue, c'est la crainte de toutes les futures mamans et pour cause, mettre au monde un enfant avant le terme n'est pas sans risque et sans séquelles. Pour le nouveau-né, en Algérie, on compte à peu près 100 000 prématurés chaque année. Plus fragiles que les autres, ces nouveau-nés ont besoin de soins particuliers. Quels sont les risques de la prématurité? À quoi est-elle due? Comment prendre en charge ces enfants, mais aussi leurs parents? On en parle ce soir dans Santé Mag avec mes invités. Et pour en parler justement, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Lebben Djamil. Vous êtes pédiatre, vous êtes ancien chef de service de néonatologie au CHU Mustapha Bacha. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'ai également le plaisir de recevoir Madame Rouebhi Lamia. Vous êtes maman de Rachid qui a aujourd'hui 5 ans, né grand prématuré. Vous venez partager votre expérience dans cette émission. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Je rappelle également que vous êtes présidente de l'association Promotion de l'allaitement maternel et des bébés prématurés. Alors pendant longtemps, on définissait un prématuré par l'enfant qui naît avec un poids inférieur à 1,5 kg. Mais aujourd'hui, cela a changé, n'est-ce pas, professeur Lebben? Oui. Qu'est-ce qu'un prématuré? C'était pas 1,5 kg, c'était à l'époque 2,5 kg. On appelait ça les petits poids de naissance. Donc on regroupait les prématurés, le retard de croissance, tout était dedans. Aujourd'hui, le prématuré, enfin aujourd'hui, depuis un bon bout de temps déjà, la prématurité est définie avec la gestationnelle. Et donc moins de 37 semaines d'aménorrhée, 8 mois, oui. C'est déjà, on est dans la prématurité. Jusqu'à 32 semaines, 7 mois, et de 7 mois à 6 mois, jusqu'à la 28e semaine, madame a eu son bébé, je crois qu'à ce niveau-là. 28 semaines. Donc et moins de 28, c'est vraiment de l'extrême prématurité. C'est à la limite après de la viabilité. Ouais. Il y a plusieurs niveaux de prématurité, 3 niveaux exactement. 3 niveaux de prématurité, professeur? Oui, c'est donc la modérée, la grande et l'extrême prématurité, avec des pronostics différents, bien sûr. Oui. En fonction de cette catégorie. La catégorie intervient dans le pronostic. Oui. Alors, Madame Rouebhi, je le disais au tout début donc, de cette émission, vous êtes maman de Rachid, qu'on salue au passage. Il a aujourd'hui 5 ans. Tout à fait. Il est en parfaite santé. Très bien, ça va. Oui, il est né à 28 semaines donc, de grossesse, donc à peu près moins de 7 mois de grossesse, c'est ça, à peu près? C'était juste le début du 7e mois, je pense. 6 mois. Alors, on n'est jamais finalement préparé à une grossesse ou à avoir un bébé prématuré, mais est-ce que vous le saviez d'emblée dans votre cas? Est-ce que vous saviez que votre fils allait naître prématurément? Non, parce que bon, c'était une grossesse un peu à risque, avec des menaces et tout, mais comme c'était mon premier, c'est quelque chose qui ne traverse pas l'esprit d'avoir un bébé prématuré. Pour moi, dans tous les cas de figure, je vais arriver à terme et cette probabilité d'avoir un prématuré ne me traversait pas l'esprit. Oui. Vous aviez 29 ans à l'époque. Voilà, et jusqu'au jour où, voilà, quand je vais pour une consultation, ma gynécologue me dit, voilà, madame, il faut aller vite à un hôpital avec un service néonatologie parce que tout simplement, vous risquez d'accoucher d'un moment à l'autre. Oui. Et pour cela, sur Alger, j'ai regardé de mon côté et je suis parti directement à l'hôpital CHU Mustapha Bacha, au service néonatologie, parce qu'on m'a parlé du service, oui, et tout. Et effectivement, je suis resté juste une nuit et le lendemain, j'ai accouché de mon fils qui est resté en réanimation pendant 1 mois. Oui. Suivi par l'unité Kangourou, oui, où on était en peau à peau, H24, avec le bébé. On va y revenir plus longuement tout à l'heure. Alors, la prématurité, dans les 2/3 des cas à peu près, elle est imprévisible. Hein. C'est des enfants qui arrivent sans préavis, mais dans le tiers qui reste, on sait à peu près pourquoi elle est due. Est-ce qu'on peut parler de facteurs de risque finalement dans la prématurité, professeur? Oui, bien sûr, c'est des facteurs. Enfin, dans la prématurité, vous venez de le dire, il y a la spontanée, la non consentie, et la consentie, l'induite, par décision médicale. Oui. Celle-là, c'est lorsque justement il y a des facteurs de risque, tels que le diabète, l'hypertension artérielle, l'infection. Ça, on sait que... Lorsque le bébé ne grandit pas aussi. Pardon? Lorsque le bébé ne grandit pas, par exemple aussi. C'est une indication. Ça, c'est beaucoup plus le retard de croissance intra-utérin. Oui. La prématurité, c'est la gestationnelle, c'est tout. Donc là, on est donc dans des facteurs de risque connus.
Et ça, en général, quand la prématurité est déclenchée, elle est déclenchée par décision médicale. Oui. Par contre, l'eau important qui est spontanée et qui ne connaît pas de cause, sauf les ruptures de la poche des os, etc., ça, effectivement, ça surprend tout le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, les causes réelles du déclenchement à ce moment-là de l'accouchement ne sont pas encore connues. On évoque déjà le rôle du placenta, vous voyez. Les recherches avancent. Pourquoi il y a un déclenchement inopiné de cette membrane. Voilà, oui. À ce moment-là précis. Pourquoi? Alors que ce n'est pas le moment. Oui, mais est-ce qu'on peut parler, aujourd'hui on parle par exemple de facteurs de risque parce qu'il y a des grossesses tardives Alors, non, oui, effectivement, oui. Bon, on appelle ça des facteurs favorisants, oui. Plus qu'un risque. Oui, l'âge avancé de la mère. Est-ce qu'on peut les connaître? Oui, l'âge avancé de la mère, oui. Les conditions socio-économiques qui ne sont pas, on va dire, bonnes. On attribue aussi la procréation médicale assistée parce qu'il y a surtout des grossesses multiples. C'est les causes connues, hein, le tabagisme. Oui, tabagisme voilà. Aussi. Donc tout ça, c'est des facteurs de risque, mais bon, sur lesquels on ne peut pas agir. Si, on peut... Oui, bon, on peut demander qu'elles arrêtent de fumer, mais c'est un autre débat. Voilà, mais si quand même, vous me tendez la perche justement quand vous parlez par exemple des facteurs de société pour certaines personnes qui sont amenées par exemple à porter des charges. Oui, travail pénible. Voilà. La pénibilité du travail. Oui, absolument. Alors, j'ai envie de parler d'un point aussi, soulever un point brièvement peut-être, professeur. Aujourd'hui aussi, on a l'impression, puisqu'on parle de prématurité consentie, on a l'impression dans certains cas que certains gynécos procèdent à des déclenchements d'une manière arbitraire plus ou moins et qui entraînent justement parfois des complications à la naissance. Arbitraire, non. Non. Enfin, je ne pense pas qu'un gynécologue puisse déclencher le travail d'une manière arbitraire. Il y a toujours, rassurez-vous, une indication médicale. C'est déjà arrivé, professeur, croyez-moi. C'est déjà arrivé qu'on décide d'un déclenchement sans qu'il y ait une indication médicale. Normalement, il doit y avoir une indication médicale. On ne déclenche pas comme ça. Oui. On a partagé justement un moment avec ces bébés prématurés hein, dans le service que vous avez géré pendant plusieurs années. Je vous invite justement à voir ça de plus près, les enfants prématurés dans le service de néonatologie de l'hôpital Mustapha Bacha. Vous voyez, c'est un reportage réalisé par Farid Muslim. En moyenne, il faut 37 semaines de grossesse pour dire qu'un bébé est né à terme. Avant 8 mois et demi, il est considéré comme prématuré. Le prématuré est, lui, une partie très particulière de la néonatologie. On parle de prématuré pour un nouveau-né qui naît trop tôt, avant terme. Le terme est de 40-41 semaines d'aménorrhée. La prématurité est comptée à partir pour un nouveau-né qui naît avant 37 semaines d'aménorrhée. Et ensuite, c'est des stades de prématurité. On a la prématurité légère, c'est les 36-37 semaines. La prématurité moyenne jusqu'à 33 semaines jusqu'à 35 semaines. La prématurité, la grande prématurité, c'est de 28 à 32 semaines. Et la très grande prématurité, ou prématurité extrême, c'est les moins de 28 semaines. La vie extra-utérine ne convient pas à ces petits êtres nés en avance. Leur organe n'ayant pas 33 semaines jusqu'à 35 semaines. La prématurité, la grande prématurité, c'est de 28 à 32 semaines. Et la très grande prématurité, ou prématurité extrême, c'est les moins de 28 semaines. La vie extra-utérine ne convient pas à ces petits êtres nés en avance, leur organe n'ayant pas atteint la maturité nécessaire pour accomplir leurs fonctions, vitales pour l'enfant. Afin d'en réduire les risques et les complications, une prise en charge est aussitôt mise en marche. Quand il naît, il est d'apparence normale, il est formé normalement, mais il a une peau plus fine qu'un nouveau-né normal, il est plus rouge qu'un nouveau-né normal. Et certes, les organes sont formés, mais ils n'ont pas encore atteint la maturité nécessaire comme un nouveau-né normal. Plus on descend dans la gestationnelle, plus les complications sont importantes. La première complication qu'on a à la naissance, c'est l'adaptation à la vie extra-utérine. Le poumon n'est pas mature. Parfois, l'enfant n'arrive pas à respirer normalement, on a besoin de l'aider. Il y a d'abord les troubles de la température. Il est susceptible de faire aussi une anémie. S'ajoute à cela le fait qu'il soit bilanté, donc on retire un peu de sang, ce qui favorise encore l'anémie.
Donc, une fois le cap des détresses respiratoires est passé, il faut penser à la croissance. Il faut commencer rapidement l'alimentation avec du lait maternel. Plusieurs complications peuvent menacer la vie des nés prématurés, cardio-respiratoires, pulmonaires ou digestives. La prise en charge est adaptée au stade de prématurité. Dès qu'il devient stable sur le plan respiratoire, stable sur le plan température, stable sur le plan digestif, ça veut dire qu'il peut s'alimenter normalement sans problème, il est stable. S'il est petit, alors dans notre service, ce qui se passe, une fois le cap de la grosse urgence, la détresse respiratoire passé, il sort de la réanimation, il va en soins intensifs. Une fois qu'il devient autonome et que le problème des infections est réglé, il n'est plus infecté, il est stable sur le plan respiratoire, il est stable sur le plan digestif, on le sort des soins intensifs et on a une unité magnifique qui est l'unité kangourou. À ce moment-là, la mère participe aux soins de son enfant. Une fois l'état du bébé stabilisé, le soutien maternel est mis en évidence pour apporter le réconfort nécessaire et nourrir le bébé au sein de sa maman. Alors j'imagine que ça doit vous replonger dans ce que vous avez vécu, Madame Rouebhi, ce moment où on vous annonce que votre fils doit être, c'est-à-dire pris en charge dans la réanimation. Un moment difficile à vivre, dites-nous. Très difficile pour la maman. Parce qu'on a l'impression qu'on peut perdre cet enfant à tout moment, c'est ça? Oui, surtout au début, son pronostic, il est toujours engagé. Ça veut dire qu'on ne connaît pas réellement si ce bébé va pouvoir vivre ou pas, ce qui fait on vit dans le doute. Et c'est très difficile pour la maman. Et puis il y a un taux peut-être de mortalité aussi qui est assez élevé. Vous avez vu des enfants qui sont décédés alors que vous étiez déjà à l'hôpital? Oui, pendant un mois, on a vu presque quotidiennement des bébés qui décédaient. C'était très difficile pour nous, les mamans. Et à chaque fois, on se dit, peut-être la prochaine fois, ça sera le mien. Ça sera nous, ça sera notre bébé et tout. Ce qui fait, c'est très difficile de vivre une situation. C'est un choc vraiment important. Mais le fait d'être entre mamans, ça nous aide. Une entraide entre mamans, un soutien et tout. Et surtout, la maman se sent vraiment... elle n'arrive pas à trouver sa place. Et le fait de tirer son lait et tout, ça la rend vraiment importante, utile voilà, dans la vie de ce bébé, parce que vraiment, à part lui donner son lait et lui changer un peu chaque 3 heures sa couche et tout, on ne peut pas rester avec lui tout le temps, H24, et c'est très difficile, cette séparation. On attend toujours chaque 3 heures pour rester avec notre bébé une demi-heure, lui donner le lait maternel, le regarder, le toucher, voilà. Oui. Alors, on a cette idée justement de fragilité du prématuré. Est-ce que c'est vrai finalement qu'un prématuré est plus fragile qu'un autre patient ou pas, professeur? Ah bah oui, forcément, s'il est prématuré... On dit que les bébés sont plus forts qu'on le pense, c'est pour ça que je vous pose cette question. Non, attendez, faut qu'on s'entende, le prématuré est un enfant, on vous l'avait dit dans le reportage, qui est formé sur le plan organique. Il a tous ses organes, il a tout ce qu'il faut. Et le problème, c'est l'immaturité de ses fonctions. D'accord? Oui. L'immaturité pulmonaire, notamment. L'immaturité cérébrale. La pulmonaire conditionne le pronostic vital, la cérébrale conditionne le pronostic développemental. Donc on est dans deux... Ils sont effectivement... Mais quand ils sont sains, quand ils n'ont pas de problème, bah, il est comme tous les enfants. Absolument. Alors, comment ça s'est passé l'après? Alors, pendant un mois, il était en réanimation, vous n'avez pas le droit de le toucher. Dites-nous un peu comment ça s'est passé, la prise en charge plus tard. En quoi consistaient les soins? Comment vous vous êtes adapté à cette situation? Bon, comme c'était déjà le premier, déjà, je n'avais aucune expérience par rapport au bébé. Voilà. Et une couche de plus, le fait qu'il était prématuré, ça rajoute encore plus la difficulté. Il fallait être entouré. Il faut vraiment essayer de ne pas rester seul dans son coin, essayer de ne pas sombrer un petit peu, parce que c'est très difficile les premiers temps. Il faut essayer d'être entouré par la famille, les amis, pour nous montrer déjà comment s'en occuper. Vous l'avez allaité, Madame Rouebhi? En fait, j'ai tiré mon lait et tout pendant plusieurs mois, mais je n'ai pas pu l'allaiter directement. Pourquoi il n'arrivait pas? Il n'avait pas les réflexes de succion? Entre-temps, je ne savais pas. J'avais introduit des biberons et je pense qu'il avait perdu les réflexes. Et j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Je me suis dit...
vu que je n'ai pas pu l'allaiter, au moins je tire mon lait. J'ai tiré pendant 8 mois. Voilà, je lui ai donné mon lait pendant 8 mois, du lait maternel. C'était un allaitement mixte. Voilà, c'était bon, le premier mois à l'hôpital Mustapha, c'était exclusif. C'était que du lait maternel. Mais malheureusement, à la sortie, j'ai fait du mixte. Mais je me dis, c'est toujours mieux que rien du tout, vu que j'ai pu au moins tirer pendant 8 mois. Et au fait, il fallait vraiment s'en occuper parce que j'ai dû arrêter mon travail. Parce que je me suis dit, il fallait vraiment s'investir. C'était un enfant fragile, finalement, dans les premières années de sa vie, les premiers mois. La première année, bon, il avait un peu, il avait des soucis d'asthme, et encore, c'était même pas la première année, c'était à partir de la deuxième année. Mais à part ça, vraiment, il n'avait pas de soucis de santé. Voilà, un problème d'asthme qui a fini par entrer dans l'ordre, finalement. À la fin, oui. Après 2-3 années d'asthme, tout est rentré dans l'ordre actuellement. Professeur Le Ben, quels sont les soins dont a besoin un prématuré? Ça dépend de ce qu'il a. Il y a les soins de base. Vous parlez d'un prématuré hospitalisé. Oui. Oui, parce que les prématurés sains, ceux-là ont les soins de routine. Par contre, les prématurés qui sont hospitalisés ont des soins... On leur indique de rentrer chez eux, un prématuré qui est sain, on ne le garde pas? S'il a plus de 34 semaines d'âge gestationnel, déjà, oui. Un poids 1,8 kg et un peu plus, jusqu'à 2 kg. Bon, celui-là, on peut l'observer, et s'il n'a aucune pathologie, il est mieux avec sa mère qu'à l'intérieur de l'hôpital, parce qu'il ne faut pas oublier que l'hôpital est source d'infection nosocomiale. Oui. Donc, moins on le garde, et mieux ça vaut. Donc, si on le garde, c'est que le risque de la maladie est supérieur au risque de l'infection nosocomiale. Oui. Mais les soins sont des soins de puériculture, donc d'alimentation, surtout de réchauffer correctement le bébé, de surveiller ses glycémies, ce qu'il y a de plus important. Et il y a des soins spécifiques à la pathologie qu'il présente, qui est essentiellement, souvent respiratoire. Et là, ça nécessite, la dame a dû avoir son bébé, puisqu'il était en réanimation, un traitement lourd. Et c'est vrai que quand le bémol, là, à travers ce qu'elle dit, ça me rappelle quelque chose, c'est que quand le bébé est en réanimation, à tort, on se dit que l'alimentation passe après. Parce que c'est tellement un combat contre la vie et la mort qu'il y en a qui ne se soucient pas de l'alimentation. Or, aujourd'hui, on sait très très bien que le lait maternel donnait tout de suite, le plus précocement possible, plus de chances de survie justement à ce qui est attribué aujourd'hui par les grands néonatologistes d'outre-mer, et on l'avait dit nous sur le canal Algérie il y a quelques années, est un véritable médicament. C'est un médicament pour les enfants. Une des complications de la prématurité, pour parler de complications, c'est l'entérocolite ulcéro-nécrosante, où l'enfant qui prenait du lait industriel se retrouvait avec des intestins perforés. Avec le lait maternel, il n'y a pas d'entérocolite. Donc on a une pathologie en moins. Et bien sûr, il booste son système immunitaire, il construit sa flore intestinale qui est le bastion de l'homme, avec un grand H. Donc il y a tout à gagner là-dedans. Donc c'est là, si elle n'a pas donné... C'est primordial, l'allaitement maternel, finalement. Il y a aussi un autre aspect qu'elle a abordé, Madame Rouabhi, donc ce premier contact peut-être avec la maman, le pot à pot, qui est aujourd'hui reconnu comme aussi un lien très important. Quelles sont les conséquences justement sur le bébé lorsque ce lien n'est pas établi à la naissance ? Vous savez, des grands de la néonatologie aujourd'hui vous décrivent un syndrome de détresse, un stress et une détresse de l'enfant. Oui. La séparation mère-enfant n'est pas physiologique, c'est-à-dire c'est un non-sens. Ce qu'on fait n'est pas bien maintenant, puisqu'on sépare l'enfant de la mère, il ne devrait même pas être séparé, même en réanimation. Même en réanimation, alors c'est ce qui se fait dans les hôpitaux étrangers maintenant. C'est une question de moyens, professeur. Si on les sépare, c'est une question de moyens. C'est parce qu'on n'a pas peut-être où non, c'est pas une question de moyens. C'est à l'échelle nationale, c'est une question de bon sens. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne qu'il faut investir dans cette catégorie d'enfants. Je vous la fais courte. L'enfant est né. C'est un prématuré ou un grand prématuré, mais il est vivant. Et il n'est pas dit qu'il va décéder. Mais il est dit qu'il peut s'en sortir, mais il est dit aussi qu'il peut s'en sortir avec séquelles. Et s'il s'en sort avec séquelles, ça va coûter beaucoup plus cher à la collectivité.
Oui. Il faut dire qu'aujourd'hui, il est établi que justement ce lien de peau à peau a une incidence sur le développement neurocognitif de l'enfant et à long terme. Neurodéveloppemental, c'est formidable parce que, regardez, je vous donne une expérience de bébé kangourou. Quand on est au service, on parle à voix haute. Les bébés sursautent dans les couveuses. En kangourou, même si vous parlez fort, et s'il a son oreille sur la poitrine de sa mère, il ne bouge pas. Oui, ça lui apporte une stabilité, une sérénité. Et en plus, il a le massage, quand la mère le caresse, et quand la mère respire, le thoraco-abdominal fait un massage à l'enfant. Et on sait très bien que la source de tout ce qui se passe comme maladie, c'est le stress. Le stress, il n'est pas chez l'adulte, hein, il est à la naissance. Donc tout ça, le peau à peau a un effet extrêmement... Il y a des pays maintenant en réanimation en peau à peau, avec ventilation. Alors vous avez parlé justement de la prise en charge de votre enfant. Une fois, vous deviez faire attention à tout, puisque vous avez parlé de bruit justement. Alors les lumières, quels sont les conseils qu'on peut donner aujourd'hui à une maman qui a justement un prématuré? Alors qu'est-ce qu'il faut faire au juste, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire surtout? Premièrement, je pense que la première des choses, il faut axer sur l'allaitement. Et chose qui ne se fait pas en association, qu'est-ce qu'on voit? On voit les mamans qui se focalisent sur le poids. Elle ne se focalise pas sur le peau à peau, rien du tout. Elle nous dit ce qui importe pour nous, c'est le poids pour que mon fils sorte de l'hôpital. Parce qu'il faut savoir que... Parce que c'est une idée aussi, peut-être qu'on pense, avant même les médecins, insister sur le poids, justement. Oui, mais alors, je m'excuse de vous... Elle me tend la perche pour vous dire qu'effectivement, les gens se basaient sur le poids, ce qui est complètement faux. Le paramètre le plus intéressant dans la nutrition de l'enfant, c'est le périmètre crânien, donc le tour de sa tête, et bien sûr sa trophicité. Et lorsque l'enfant, elle change ses couches toutes les 3 heures, elle voit des couches mouillées, l'allaitement suffit amplement. On a eu des quintuplés dans l'unité kangourou. Quintuplés à l'allaitement maternel exclusif. Continuez, Madame Rouabhi. Voilà, en fait, le problème, après, j'ai compris pour quelle raison. Parce que contrairement à nous sur Alger, à l'hôpital Mustapha, où on pouvait voir nos bébés chaque 3 heures, les autres hôpitaux, les mamans venaient 1 fois par jour. Elles déposaient le lait et elles partaient. Ça veut dire que déjà, elles ne voyaient même pas le bébé toute la journée. C'est horrible, la séparation entre maman et bébé. Ce qu'elle fait, elle nous dit le plus important, c'est le poids pour qu'il sorte de l'hôpital, pour qu'il soit avec moi. Et puis, même si elle n'a pas assez de lait, pour elle, peu importe, l'essentiel qu'elle puisse voir son bébé dans les bras. Et ça passe par le poids. Et nous, notre rôle en tant qu'association, c'est d'axer sur l'allaitement, les bienfaits. On leur explique que le lait maternel d'une maman qui a accouché avant terme, il est différent. Je rappelle que vous avez ramené votre 2e bébé avec vous, justement, parce que vous l'allaitez. Voilà, j'allaite mes 2 enfants. En fait, je fais un co-allaitement. Mais en fait, on explique à chaque fois aux mamans que l'importance du lait maternel et que le lait maternel d'une maman qui a accouché avant terme, il est différent du lait d'une maman qui a accouché à 9 mois. Et que son lait, il est primordial pour son bébé. Et c'est difficile. La nature est bien faite, finalement. Justement, professeur Ben, Madame Rouabhi disait tout à l'heure que son fils avait fait un asthme par la suite, qui était un enfant prématuré. Alors, est-ce qu'on peut savoir le lien, justement, qu'il y a entre la prématurité et ce genre de maladie? Et puis, quelles sont les fonctions vitales qui peuvent être altérées, justement, dans le cas d'une grande prématurité? Les fonctions vitales, c'est-à-dire à la naissance? Oui. Les fonctions vitales, j'en ai parlé. Chez ces enfants. Oui, chez les grands prématurés, c'est le problème respiratoire. C'est le problème numéro 1. Et qui conditionne, je vous l'ai dit tout à l'heure, le pronostic vital. C'est-à-dire, il s'en sort ou il s'en sort pas. S'il s'en sort, c'est... On ne va pas dire sans séquelles, parce qu'il y a des séquelles liées à l'oxygénothérapie, qui s'appelle la dysplasie bronchopulmonaire, et qui est une autre forme de pathologie, enfin, qui tend à être moins grave aujourd'hui qu'avant, mais elle existe. Et il y a des problèmes cognitifs, d'ordre cognitif. Est-ce qu'il ne pouvait pas y avoir, par exemple, de difficultés d'apprentissage chez ces enfants? Des difficultés d'apprentissage scolaire. D'apprentissage à long terme, oui. Ah oui. Mais vous m'avez parlé des fonctions vitales. L'autre, c'est des fonctions neurodéveloppementales. Alors, c'est sûr qu'il y a des problèmes, mais pas pour tous. Pas pour tous. On a suivi des prématurés en consultation, plus petits que le sien, et qui, à 7 ans, 8 ans, ils sont premiers de la classe. Et puis, ils travaillent bien, il n'y a aucune séquelle, et alors qu'ils ont fait des pathologies où le pronostic, il n'était pas seulement engagé, il était troublant. Et ils s'en sont sortis parce qu'il y a une plasticité du cerveau chez l'enfant extraordinaire.
Donc les pronostics à donner chez un enfant, on ne peut pas le donner comme ça au début, on le donne au fur et à mesure des étapes du développement. Aux âges clés. Chez ces enfants, il faudrait qu'il y ait une surveillance, c'est ça? Oui, il faut qu'il y ait, ça c'est le rôle du pédiatre de ville, enfin, le pédiatre de la famille, qui prend en charge aux âges clés. Donc de développement, on sait qu'à 3 mois, il doit tenir sa tête, à 6, il doit ça, mais en tenant compte de l'âge corrigé. Par exemple, si l'enfant a 10 mois et qu'il lui manquait 2 mois au terme prévu, il a 8 mois d'âge corrigé. Donc on ne va pas le mettre sur les courbes à 10 mois, on va le mettre sur 8. Et on ne va pas mettre son développement psychomoteur à 10, on va le mettre à 8. D'accord. Mais sur le plan staturopondéral, il récupère plus vite qu'un enfant à terme. Dans l'année, il récupère très bien. Oui. Merci professeur Alban. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Je vais vous poser une question très rapidement. Essayez de me répondre en quelques secondes, s'il vous plaît. Alors, quel est vous, en tant qu'association justement aujourd'hui qui défend l'allaitement et les prématurés, quels sont les problèmes qui sont posés aujourd'hui véritablement par les parents? Les problèmes, c'est un problème de communication. Les mamans sont livrées à elles-mêmes, elles ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et l'importance d'une association, c'est justement l'entraide entre mamans et de se raconter chacune notre histoire pour ne pas se sentir seule. Voilà, c'est ça le plus grand problème que vous rencontrez. Merci beaucoup Madame El-Wabhi, merci professeur Alban encore une fois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Excellente soirée sur Canal Algérie. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Au revoir.